France Maghreb 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. C'est parti donc pour votre grand forum avec le plus grand plaisir. Je vous retrouve comme chaque jour accompagné de nos chroniqueurs pour vous accompagner et décortiquer l'actualité. À chacun donner son point de vue bien sûr, argumentant et essayant d'échanger tout cela dans le respect et dans une ambiance ma foi tranquille. On essaye d'échanger et de construire son avenir. 08 92 23 99 50 c'est le numéro de téléphone, ou plutôt ça c'était l'ancien pour ce qui concerne le grand forum. Le nouveau c'est le 01 40 33 9000 pour nous joindre, et depuis l'étranger 00 33 1 40 33 9000 pour participer à l'émission, car vous aussi vous avez des choses à nous dire. On vous écoutera évidemment. Avec aujourd'hui il est seul, bien tel un homme fidèle à lui-même. Hakim Ral, bonjour. Salut Christophe, bonjour, salam alaikum, bonjour les auditeurs. Il devait y avoir deux femmes à côté de lui, il les a toutes écartées. Ouais, on les salue, elles ont des impératifs familiaux. Ouais, Zarma. On les salue. William et Virginie. Voilà. Jusque 18h30 donc mon cher Hakim, avec tout à l'heure l'ami Amar qui nous parlera d'un arbre tout à l'heure au programme. Puis de sport nous parlerons, et des suites de la Coupe de la Ligue et l'entrée en liste de Marseille ce soir. Et puis nous parlerons aussi de la télé avec des programmes que nous donnera Jérémy. Le j'aime ou j'aime pas retrouvé tout à l'heure. Le coup de cœur de monsieur Rahal sera lequel aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est Michel Collomb. Ah oui. Donc un historien d'investigation, journaliste d'investigation plutôt, qui anime son site investigation.com. Il nous parlera, enfin on évoquera le coup de cœur et traite sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei. Qui était une des rares émissions à l'inviter d'ailleurs. Voilà, sur la nécessité de propagande de guerre. Lorsqu'on mène une guerre, il faut la propagande qui va avec. Évidemment. Voilà. La vie tranchée, Hakim. Alors la vie tranchée, c'est une réflexion toujours sur. J'invite la réflexion. C'est arrêter de vivre en France par procuration et de participer. C'est-à-dire, on est français, mais on laisse les choses se faire, et après ça a des conséquences sur nous, et après on se plaint. Donc il faut être acteur en fait. Faut être un Français acteur. Ça suscitera le débat. En tout cas, vous pourrez réagir à la vie tranchée de l'ami Hakim au 01 40 33 9000. Parmi les sujets qu'on va essayer d'évoquer ensemble, si vous le voulez bien, c'est la Russie qui envoie son porte-avions nucléaire au Moyen-Orient. Information RFI. Le miracle Nuptevsov est entré en Méditerranée, élément supplémentaire dans le climat de tension avec les Occidentaux. Réunion de l'OTAN. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Réunion de l'OTAN à Bruxelles en ce moment. Nous y reviendrons. Et puis la baisse historique du chômage au mois de septembre, qui pourrait être bienvenue en termes politiques pour le président François Hollande à 6 mois de la présidentielle, même s'il n'en est rien pour l'heure, puisque dans un sondage du quotidien Le Monde, seulement 4% des Français interrogés se disent satisfaits par l'action du chef de l'État. Mais il est encore président en fait. Pareil, ouais. Et puis nous parlerons de cette annonce aussi du ministre de la Justice. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas veut durcir le mode d'incarcération des personnes radicalisées les plus dangereuses, en prévision donc d'un retour de terroristes français. Un point justement donc sera fait tout à l'heure dans cette émission. Mais pour l'heure, mon cher Hakim, on commence toujours évidemment cette émission par le fameux zapping. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, porteur de bonnes nouvelles. Selon lui, la courbe du chômage est inversée. La courbe est inversée. La vraie question maintenant, c'est qu'il faut que ça continue pour que les Français le perçoivent vraiment. C'est ça l'enjeu. Donc toutes les politiques qui sont engagées doivent être poursuivi et encouragé, que ça soit la partie qui concerne la formation, que ça soit le plan qui a été engagé sur l'embauche des PME. J'ai moi-même été sur le terrain dans la Sarthe pour voir comment ça fonctionnait, et ça fonctionne très bien, que ça soit aussi toutes les politiques qui ont été engagées pour les jeunes et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Il faut amplifier ce que nous avons comme résultat aujourd'hui. On est à 10 000 demandeurs d'emploi en moins par mois. Et aujourd'hui, par exemple, pour le chômage des jeunes, ça sera à la fin de l'année moins 35 000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, c'est-à-dire moins 7% pour ce chômage des jeunes, qui est un enjeu aussi très important, qui était celui qu'avait porté le président de la République au moment de la campagne présidentielle. Je dis pas Eureka, c'est gagné, je dis que cette nouvelle, c'est d'abord une bonne nouvelle pour la France et les Français. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont retrouvé un emploi et qu'il faut continuer. Mais par rapport à ce qui est le débat public, de temps en temps, il faut affirmer des faits
des résultats. C'est souvent difficile. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce soir, on a des résultats qui confirment le fait qu'il y a une inversion de la courbe du chômage qui est engagée, qui est constatée. Et bien sûr, il faut qu'on poursuive et qu'on continue. Retour sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre cet été, l'affaire Adama Traoré. Les caméras de France 2 sont parties avec l'aide de sa sœur sur le lieu où tout a basculé pour Adama Traoré le 19 juillet dernier. Le 19 juillet dernier, Adama Traoré décède dans cette gendarmerie le jour de ses 24 ans. Très vite, sa ville Beaumont-sur-Oise s'embrase. Voitures brûlées, forces de l'ordre agressées. Les manifestants accusent les gendarmes d'être responsables de la mort du jeune homme. Que s'est-il passé? Pourquoi l'interpellation d'Adama Traoré a-t-elle viré au drame? 3 mois après, mon petit frère. sa sœur nous emmène là où tout a commencé. Famille et amis cherchent toujours à comprendre. Le début du cauchemar, en tout cas, pour Adama, commence ici. Le 19 juillet vers 17h15, Adama Traoré arrive sur cette place à vélo. Il voit des gendarmes en train d'interpeller son frère Bagui à la terrasse de ce café. Il était installé là, en train de boire un café. Adama arrive en vélo. Il n'avait pas sa pièce d'identité sur lui. Et il part en accélérant sur son vélo. Pourquoi s'est-il enfui? Le jeune homme avait un casier judiciaire, mais il n'était pas recherché ce jour-là par les gendarmes. Sa fuite le rend suspect. C'est le début de la course-poursuite. Adama descend du vélo. La course continue à pied. Il fait alors très beau et très chaud, plus de 30 degrés. Un gendarme le rattrape dans ce parc. Je le maîtrise, sans le frapper, sans utiliser mon arme ou un moyen de force intermédiaire. Adama leur dit aussi à ce moment-là, je n'arrive plus à respirer. Le gendarme lui passe une première menotte, mais un homme s'interpose. Adama profite de la diversion pour repartir. 300 mètres plus loin, il se réfugie chez un ami qui le dénonce aux gendarmes. Que s'est-il passé dans cet appartement? Il n'y a aucun témoin. Les gendarmes racontent. Nous nous jetons sur lui avec mes 2 collègues. Il est virulent. Il a pris le poids de notre corps à tous les 3 au moment de son interpellation, mais aucun coup n'a été porté. Tout s'est passé ici, une grosse partie s'est passée ici. Quand il est sorti d'ici, il a dit qu'il allait pas bien. À cet instant, les gendarmes le disent, ils pensent qu'Adama simule. Durant les quelques minutes de trajet vers la gendarmerie, le jeune homme fait un malaise, il ne reprendra pas conscience. Les forces de l'ordre ont-elles pris la situation suffisamment au sérieux? Ont-elles réalisé les premiers gestes de secours comme le placer en position latérale de sécurité? Oui, selon leur avocat. Mes clients, ils sont formels, ils l'ont mis en PLS. Ils sont formels aussi, ils ont vérifié ses constantes en permanence. Circulation, respiration. Parce que ils savent le faire. Ils sont formels aussi, ils ont immédiatement appelé les pompiers, qui sont arrivés très vite. Il est très difficile pour un gendarme qui n'est pas médecin de déterminer si un malaise est simulé ou s'il est réel. Les gendarmes, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait une probabilité ou une possibilité de malaise, ils ont fait ce qu'il fallait. 3 pompiers interviennent alors à la gendarmerie. 3 pompiers avec 3 versions différentes. 2 confirment la déposition des gendarmes, la dernière la contredit. À 19h07, moins de 2 heures après la course-poursuite, Adama est déclaré mort d'une asphyxie, selon le médecin légiste. Une asphyxie dont on ne connaît toujours pas la cause aujourd'hui. La famille a porté plainte pour violence volontaire et non-assistance à personne en danger. Pour l'heure, aucune personne n'a été mise en cause par la justice. Beaucoup d'incertitudes encore dans cette affaire Adama Traoré. Témoignage hier dans l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, celui de la sœur de Manuel Valls qui a parlé de son combat face à la drogue et des relations avec son frère. Mon frère et moi, nous avons 16 mois de différence. Il est l'aîné de 16 mois. Quand j'ai commencé à me droguer, j'avais 20 ans et lui, il en avait 21. Et il n'était pas Premier ministre déjà, 21 ans. D'abord, il n'était pas Premier ministre. Il commençait, il était dans la politique. Mais d'abord, je suis la fille de Xavier Valls, le peintre. Et puis, tout à coup, je me retrouve à être... Après ma désintoxication et ma renaissance, je me retrouve à être la sœur du Premier ministre. Et je voudrais faire une parenthèse là et faire aussi essayer de séparer les deux choses.
J'ai un frère. Quand j'ai commencé à me droguer, lui, il n'était pas au courant, il ne savait pas non plus. Je veux dire, il commençait. Quand je m'en suis sortie, il a été très fier de moi. Quand j'ai sorti le livre, il l'a lu avant, il a été très fier. Il m'a toujours encouragé à le publier et il m'a toujours encouragé à tout ce que je suis en train de faire. Et il est fier, je le sais, et je suis moi aussi très fier de lui. Et c'est tout, voilà. Et on termine ce zapping par un incident qui a touché l'émission C'est à vous hier soir sur France 5 aux alentours de 20h05. Anne-Elisabeth Lemoine a dû rendre l'antenne puisqu'une association pro-réfugiés était un peu trop bruyante. Voici ce qui s'est passé en direct hier soir sur France 5. Si ça m'était pas arrivé, est-ce que j'aurais eu toutes ces médailles aujourd'hui? Donc je pense que ça a été un mal pour un bien et on apprend énormément des défaites. Je suis désolée de devoir vous couper. On voulait... Alors, si ça se calme, on peut continuer l'émission, mais si ça ne calme pas, on va devoir malheureusement rendre l'antenne, parce qu'on doit maîtriser l'antenne. Voilà. On voulait donner la parole à cette association, mais comme ils la prennent de force, on est obligé de rendre l'antenne. Je suis tout à fait désolée. Vous reviendrez, Fabrice Bénichou, nous parler de votre spectacle. Je suis confuse de devoir rendre l'antenne. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé. Nous aussi. Et puis, la prochaine fois, on se fait une tarte tropézienne. Voilà, tous ensemble. Voilà, nous rendons l'antenne. C'est à vous, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain. On va leur démonter la gueule. Et la bienvenue à vous sur France Maghreb 2 avec Hakim Rahal aujourd'hui pour nous accompagner, parler d'actualité ensemble, échanger, débattre sur l'actualité, sur tous les sujets qui vous interpellent. Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission 01 40 33 90 00 40 33 9000 depuis l'étranger aussi, parce que je sais qu'on nous salue. D'ailleurs, on a reçu un petit mail hier de notre vidéo live avec il y avait beaucoup de monde hier dans le studio, Hakim. Ouais, j'ai écouté l'émission hier. Ah ouais, c'était chaud, pour la promotion, brûlant. Notamment de. On a reçu des messages du Maroc, donc merci à vous en tout cas de nous écouter. Et je salue d'ailleurs Samir qui nous écoute au Canada. Et également Youssef du côté de Los Angeles. C'est à l'occasion de la promotion du gala caritatif pour l'école Amana le 28. Le 28, on y sera, hein. Donc soyez là. Moi j'y serai. Oui, je sais. J'invite les auditeurs à y aller aussi. Vendredi 28 octobre, effectivement, à partir de 20h à l'espace Chevreuil à Nanterre avec toute la fine équipe qui était là hier. Nounours, Dr Treuil. Quand j'ai vu, il a un peu maigri Nounours. Hein. C'est vrai. Ah, ça va plus du tout. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas bon là. On commence à s'inquiéter. Bon, si vous le voyez, vous êtes à côté de lui de nuit à manger là. Bon, on le verra vendredi. Hein. Voilà. T'inquiète, il y aura à manger pour lui. En tout cas, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Vous pouvez participer bien sûr et notamment vous pourrez réagir dans un instant à l'avis tranché de l'ami Hakim sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. Pour l'heure, je propose d'aller faire un petit tour du côté du mobile répondeur. Vous le savez, 24 heures sur 24, vous avez la possibilité de nous laisser vos messages. 24 heures sur 24, donc coup de gueule ou coup de cœur, réaction à l'actualité ou à l'émission. 06 18 21 56 41. C'est vous qui le dites et on vous écoute. Salut à vous, France Maghreb 2 ainsi que les auditeurs. Voilà, c'est Djilali de Clermont-Ferrand. Écoutez, je vous contacte, je sais pas si vous avez déjà abordé ceci sur votre antenne. Nicolas Sarkozy, sur son compte Twitter, écoutez bien ça, vous allez vous-même, Christophe, ainsi que beaucoup d'auditeurs, je pense, qui vont rigoler. Il a mis, en gros, qui se battrait pour que les femmes françaises de confession musulmane s'habillent comme elles le souhaitent. Voilà. Mais c'est bizarre qu'à l'approche des élections, moi personnellement, je vous le dis ouvertement, j'ai pas envie de voter. Franchement, voter pour des gens qui n'arrêtent pas de tout le temps dézinguer l'islam, les musulmans ici et ça, tatata. Moi personnellement, ça m'intéresse pas et je vote pas. Donc ça me fait rire que M. Sarkozy a dit ceci, parce que c'était lui qui disait oui, qui était contre le voile dans les universités, je pense, et dans d'autres endroits. Donc moi je trouve que c'est hypocrite de sa part. Moi je le dis ouvertement, c'est complètement hypocrite. Voilà. Et cette phrase, alors là sur son compte Twitter, ça a été incroyable. J'ai vu ça, j'ai dit non, c'est Monsieur Sarkozy se lance dans le one man show, se lance dans la comédie, je pense. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, ciao et prenez soin de vous tout le monde. Oui, bonjour, c'était juste pour dire que quand j'écoute Samira, ça me convient. Allez, à plus.
Ouais, bah écoute, ravi pour toi mon ami. Hein. Ouais, c'était drôle la deuxième intervention. 06 18 21 56 41. Effectivement, alors Sarkozy il l'a dit sur Twitter, mais il l'a dit aussi lors d'un meeting à Toulon il y a quelques jours maintenant. Effectivement, il disait que il se battrait pour que toutes les femmes puissent avoir la liberté de s'habiller comme elles le veulent. Voilà. Ouais, bon après c'est vrai que c'est contradictoire, hein, comme ça. Et il le sait très bien comment ça va être perçu de la part des personnes concernées, donc la femme musulmane voilée, et notamment les non voilés, et puis même l'ensemble des gens qui écoutent le discours de Sarkozy, qui ne fait ni plus ni moins que de la drague à l'électorat du Front National. Donc c'est, moi je dirais même c'était la mission en fait de Sarkozy dans la famille LR, c'est de s'accaparer le plus grand nombre de voix des électeurs du Front National. Maintenant, en disant cette phrase, bon, ça fait un petit peu réagir, mais ça change rien à la donne en vrai. Et par contre, ce qu'il dit à un moment donné dans le message, hein, il dit que je sais pas pour qui voter, je vais pas aller voter, c'est faux. Déjà, avant d'aller voter, faut avoir sa carte d'électeur. Donc allez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, ça c'est une chose. Il a dit qu'il voulait pas voter, que ça l'intéressait pas. Voilà. Alors justement, c'est ce qu'on disait à plusieurs reprises à l'antenne de la radio, c'est que la règle du jeu démocratique donc à la française, c'est-à-dire cette démocratie représentative, elle ne prend pas en compte les gens qui s'abstiennent et les gens qui ne votent pas. C'est-à-dire c'est une règle du jeu. C'est-à-dire si tu suis pas la règle, tu peux pas jouer, tu peux pas concourir. C'est-à-dire t'as beau parler, en fait, tu t'es muet en fait. Ça sert à rien ce que tu dis. T'es obligé de participer. Alors on peut voter pour un parti qu'on a monté soi-même, c'est-à-dire je sais pas là où il est. On peut monter des partis, on peut, c'est la règle du jeu. On peut voter pour le moins pire, on peut voter pour faire barrage. Il y a plein d'alternatives en fait. On peut pas dire je vote pas comme ça. C'est un suicide, je pense, un suicide du peu de citoyenneté qui reste aux Français. Se payer le luxe de pas voter, de pas participer, c'est une folie même. Bon, allez, bah, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Hakim, faites-le savoir. 01 40 33 9000, c'est parti pour l'avis tranché, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et vous pouvez réagir d'ailleurs à l'avis tranché, n'hésitez pas, vous êtes d'accord ou pas avec Hakim, on débat dans cette émission évidemment dans un instant. 01 40 33 9000, Hakim, on t'écoute. Alors mon avis tranché, c'est une réflexion que j'ai souvent, et pas plus tard qu'hier soir avec des amis à Saint-Denis. On disait mais la communauté franco-musulmane elle est divisée, elle est pas unie, quoi d'autre, tout ce qu'elle fait ça sert à rien, elle n'est pas productive, ils s'entendent jamais, en fait on n'est pas une force. Et j'étais là en train d'écouter ce qui se disait parce que c'est des choses qu'on pense qu'on pense souvent, hein, donc dans la communauté musulmane française, qu'elle soit d'origine étrangère ou qu'elle soit de française de plusieurs générations, hein, donc qu'elle soit gaulois ou autre, tiens, pour rire un peu. Donc c'est qu'il y a un manque toujours dans les discussions, c'est qu'il y a le constat d'échec à chaque fois sur l'union, c'est-à-dire il n'y a pas d'union et pas de force donc. Or c'est faux. J'ai dit mais non, c'est faux parce qu'en fait peut-être que la France elle est musulmane d'après l'institut de Montaigne à 6%. Un autre institut qui est plus rigoureux sur le comptage des religieux dans les pays du monde, c'est un institut américain, il disait que la France elle serait musulmane en 2010 hein, à 7,5%. Bon, on peut dire au bas mot que la France aujourd'hui elle compte la religion musulmane, c'est la deuxième de France, d'accord, on le sait, que ça compte à peu près d'après les chiffres, en prenant tous les chiffres, on peut s'arrêter sur un chiffre qui soit ni trop bas ni trop haut, autour des 5-6 millions on va dire même. Donc c'est pas rien du tout. Ça, c'est-à-dire sur une population de 66 millions d'habitants, ça fait un peu moins de 10%. Mais comme on disait aussi également à plusieurs reprises, au niveau du discours politique et médiatique, les musulmans ils représentent 90% des discours. Ça, on parle tout le temps des musulmans. Donc pour dire que les musulmans ils sont pas une force, on est toujours divisés, c'est faux dans l'absolu parce que on parle de musulmans et les musulmans ils sont là. C'est-à-dire les Français de confession musulmane sont ici, ils sont en France et pour de bon. Et ça date pas d'aujourd'hui. Et ça va faire que grandir. Donc, les musulmans, quant à eux, donc le discours qu'ils ont de dire qu'on est désunis, moi c'est pas un avis, c'est un petit coup de gueule on va dire, c'est d'arrêter de vivre en France, en tant que Français, à part entière, par procuration. C'est-à-dire, on étudie, on travaille, ou bien on cherche du travail,
on développe des choses, on fait de l'innovation, on génère du bénéfice, de l'argent, on remplit les magasins, les centres commerciaux, les allées des supermarchés, les abattoirs en France, c'est quasiment tous les abattoirs, ils ont un pôle halal en France. Donc et on continue à dire qu'en fait on n'a pas de force. Mais si, on a une grande force. Et la force des musulmans, la première force des musulmans, c'est français, c'est justement parce qu'ils sont musulmans. Voilà, vous allez voir, je vais en venir. C'est que c'est une force paisible, mais elle sait pas se décrire. C'est-à-dire comme la force c'est ce qui fait du bruit et c'est ce qui tape fort et ce qui crie tout le temps. Et les musulmans, en fait, on tape pas assez fort et on crie pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas une force. Mais c'est faux. En fait, on est une force de paix. On est une vraie force. Il y a qu'à prendre, par exemple, un des leaders arangistes, grossistes, c'est un exemple, de la vente de viande halal. Il disait, mais arrêtez de taper sur les musulmans. C'est avec eux que je travaille. Ils vendent de la viande en gros, issue des abattoirs français, donc le domaine de l'agriculture française. Il dit, c'est avec les musulmans que je travaille. Il faut arrêter de prendre les musulmans, de vouloir dégager les musulmans qui ne vivent plus, qui ne consomment plus. C'est n'importe quoi. L'exemple encore de Quick. Ça, c'est trop marrant. C'est Quick, il a décidé de devenir tout halal. C'est significatif, en fait. Là, donc, cette force-là, et c'est pas une question de crier, ou de hurler, ou de se battre avec les mains. Non. La force, elle est là, c'est une force de paix, c'est une force paisible, et c'est une énergie, une dynamique bien plus très fertile pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier. C'est le message de l'islam, et c'est ça qui tente à être étouffé, c'est que c'est un message de paix. Alors, la participation cette fois-ci à la vie politique, sociale, économique de la France, c'est à mon sens, c'est une obligation pour la part des Français musulmans. Pourquoi ? Parce que si ils n'hésitent pas à aller faire les courses dans les supermarchés, à aller à l'école, ils retirent pas les enfants des écoles, les musulmans, c'est Français musulmans, c'est pas possible, ils sont là. Donc, si c'est que ça, se cantonner de dire moi c'est bon, je consomme, je suis ce que le programme d'éducation nationale, j'ouvre mes mosquées, j'ouvre mes écoles privées, mais c'est bien, il faut continuer. C'est très bien, mais c'est pas suffisant parce qu'on est effacé au niveau politique. Alors, le niveau politique, faut pas être complexé face à la politique. Il faut participer, il faut revendiquer, il faut lutter pour plus de justice, plus de paix, d'épanouissement et de développement de la société tout entière en proposant des alternatives qui correspondent à un modèle de paix, à savoir le modèle islamique. C'est faux. L'islam, ce n'est pas intolérant. L'islam, il n'est pas incompatible avec la vie sociale d'une république ou de la démocratie. C'est faux. Tout ça, c'est faux, c'est archi faux. Les propositions que les musulmans ont à faire, les musulmans éclairés, les leaders d'opinion, qui n'hésitent pas à s'investir, elles sont dignes de pouvoir résoudre un grand nombre de problèmes de société. Donc les musulmans, continuez à participer pour la simple et bonne raison que si on participer politiquement, parce que c'est pour la simple et bonne raison que sinon, si on participe pas politiquement, c'est-à-dire on revendique pas, on propose pas, à quoi ça sert de se plaindre? À quoi ça sert de dire oui mais ils m'ont interdit le hijab ici, oui mais à l'école on m'a dit de pas mettre une jupe, on m'a dit trop longue, il fallait que je raccourcisse ma jupe, ouais mais c'est pas bien de manger tous les débats là qui sont toutes les attaques à l'encontre des musulmans français, il n'y a pas lieu de se défendre parce qu'on participe pas. C'est-à-dire qui ne dit mot consent en politique, ça c'est sûr. Et pour reprendre la phrase qu'on a utilisée la semaine dernière encore de monsieur Abdelmalek Saïd qui est décédé, le sociologue, c'est exister politiquement. Oui, il faut s'investir. Et là je vais finir sur ça, mon avis tranché, c'est que la religion même, c'est-à-dire la vie juridique, les jurisconsultes, et pour reprendre une grande figure de l'islam ancien, c'est Ibn Taymiyyah, le savant de l'islam, il disait que, dans son avis, il disait que c'est un statut obligatoire de participer à la vie de la cité. Voilà mon avis là-dessus, c'est-à-dire, il faut pas vivre par procuration, juste aller consommer, d'accord, et après se plaindre des attaques au niveau politique. Il faut participer, proposer. Et oui, l'islam, c'est la paix et rien d'autre que la paix pour tout le monde.
L'avis tranché de Hakim Aral, d'accord ou pas d'accord avec Hakim? Évidemment, vous nous appelez si vous le souhaitez, échanger avec Hakim, nous faire connaître votre avis, 01 40 33 9000. Hakim. Oui. Tu vis dans quel monde? Ah, moi je vis en France, je connais un petit peu le monde l'histoire. des bisounours ou non, pas du tout, je suis totalement décomplexé, c'est la réalité. C'est pas les bisounours. Islam, ça veut dire, c'est un mot arabe qui veut dire se mettre dans la paix et se délivrer de la tentation, des tentations de Lucifer. C'est ce que ça veut dire, hein, ma définition. On va voir ce qu'en pense Hicham, hein, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Hicham. Ouais, bonsoir, salut à tous. Salut Hicham. Salut Hicham, tu nous appelles d'où Hicham? Et je vous appelle des Ulis, je vous ai déjà appelé avant-hier. Eh ben écoute, sois le bienvenu. Alors Hakim Aral, t'as convaincu? Mais en fait, dans ce qui, je suis d'accord, mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile à faire. Ça veut dire, aujourd'hui, on a tous des opinions politiques. Après, il y a la religion au-dessus qui chapeaute un peu tout ça. Et c'est pas évident à construire. Qu'est-ce qui est pas évident, Hicham? Mais la solution, c'est ça? C'est-à-dire les solutions sont pas toutes faites, c'est ce que tu es en train de dire? Voilà, les solutions sont pas toutes faites. Aujourd'hui, créer un parti, monter un parti qui, avec nos convictions, déjà, c'est pas évident. Pourquoi ça existe déjà, tu le sais? On l'a reçu à l'antenne de la radio français et musulman, le nouveau parti. Ils existent déjà, en fait. Et avant eux, il y a aussi l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France. C'est-à-dire que ça existe, c'est pas impossible. T'as le droit tu peux, et il y a toute la technique juridique pour le faire, hein. C'est pas un problème. En fait, toi, ton avis, c'est plus concernant les solutions pratiques, c'est ça? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de divergences, c'est ça que tu es en train de dire? Exactement, il y a beaucoup de divergences. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs compréhensions même de l'islam. D'accord. On se noie un peu dans tout ça. En fait, il y a un comportement face à la divergence. Est-ce qu'on pourrait un peu dévier? Est-ce qu'on pourrait quitter un peu le chemin religieux? Oui. Parce que en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression, et pardon, je vais peut-être offenser quelques personnes, mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout est basé sur l'aspect religieux. Quittons un peu cet aspect, parce que je rappelle quand même que l'aspect religieux, chez chaque personne, c'est un aspect, c'est une pratique privée. D'accord? Et aujourd'hui, dans ce pays, qui se veut être un pays laïque, qui respecte toutes les religions, on demande quoi? On demande à ce que tout le monde puisse vivre sa religion normalement, tranquillement et en toute liberté, mais qu'elle le fasse le plus discrètement possible. C'est bien ça que c'est ce que j'ai compris moi dans la laïcité aujourd'hui. Non. Alors, non, attends. Après tu pourras me tacler si tu veux. Moi aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a affaire à beaucoup trop de revendications religieuses, que ça vienne de partout. Alors, je parle aussi bien des laïcards que des religieux, que ce soit musulmans, catholiques. Quand on voit aujourd'hui les débats sur le fameux la crèche ou pas. Est-ce qu'on pourrait au moins se réunir sur une seule et unique chose, à savoir, nous sommes en France, nous vivons dans un même pays, essayons d'entretenir ce vivre ensemble avec nos spécificités, tout simplement. Mais le religieux ne doit pas prendre le dessus. D'accord. C'est-à-dire toi, c'est mon avis. Tu es contre le parti politique. Sur un petit truc. Oui, ouais, vas-y, Hicham. Okay, la politique, ok, c'est la politique, la religion, c'est la religion. Oui, ça fait pas bon mélange, tout ça. Mais c'est lié, par exemple, tu prends l'exemple des repas halal. C'est une revendication, mais qui est religieuse à la base. Oui, c'est une revendication. Tu sais, à l'époque de vos parents, avec ça, à l'époque de vos parents, messieurs, il y avait beaucoup moins de questions qui se posaient. Hein, vous savez, ils n'avaient pas le choix que de vivre leur religion, malheureusement. Oui, mais les sociétés, elles évoluent. Oui, peut-être. Exactement. Mais là, aujourd'hui, il y a l'émancipation des peuples. ont des demandes particulières aussi. Non, dans l'école, visiblement, que ce soit halal ou kasher, ça n'a pas lieu d'être. Visiblement, vous savez, moi, je suis même encore plus radical que vous. Je suis pour le port du tablier. Comme ça, il y aura pas de problème. Une tenue. Et d'ailleurs, ça existe au bled, d'ailleurs, en Algérie, chez toi, Hakim. Chez moi, c'est en France, non, mais d'accord, mais là-bas, chez toi, là-bas. Où ça, en Algérie. Là-bas? Qu'est-ce que tu racontes, Christophe? Tu parles dans tous les sens. Non, laisse pas dans tous les sens. Laisse Christophe s'exprimer, on va lui répondre calmement. Moi, je suis pour Non, pas du tout. Mais attends, pas du tout, mon ami. Tu vas voir que à l'école, à l'époque, même ici en France, ça existait dans les années 50. Les enfants portaient la fameuse blouse, là, tu sais. Voilà, il y avait pas de différence. Aujourd'hui, t'as quoi dans les écoles? Aujourd'hui, c'est une course à celui qui portera le dernier jean de je sais quoi ou les dernières baskets. Tout ça, ça mettrait fin à tout ça. Il y aurait pas de différence. Tout le monde serait habillé de la même manière. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça veut dire même au niveau des sous, hein.
le port de l'uniforme, pour moi, c'est ce qui, ça peut solutionner beaucoup de problèmes. Mais oui, mais bien sûr. Et ça, c'est une proposition. Christophe, tu vas aller interpeller en gros, hein, si je reprends. Ouais, vas-y, je t'en prie. T'as bien compris. Tu vas aller voir les patrons de Quick et leur dire non, faut pas que ça soit halal le Quick. Mais attends, ce que t'as pas compris avec Kim, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans les draguent pourquoi? Parce que pour votre portefeuille, mon ami, rien d'autre. Les musulmans, c'est des citoyens à part entière, c'est des Français. Quand tu consommes, mon ami, t'es le bienvenu. Mais quand tu consommes pas et que t'es un peu trop revendicatif, là, on commence à te dire, là, tu deviens un peu gênant. Mais non, mais la vie est une revendication. Tu sors du ventre de ta mère, tu cries, tu dis non, tu mélanges tout, Christophe. Non, je ne mélange pas tout. Je suis sûr d'avoir raison parce que l'islam n'est pas étranger à la France. Tu fais quoi des Français? J'ai pas dit qu'elle était étrangère à la France. Tu fais quoi des Gaulois? Est-ce que pour toi ça peut exister un Gaulois musulman? Non, mais déjà au niveau des Gaulois, il va falloir qu'on s'entende sur l'aspect historique des Gaulois. Non, mais tu as compris. Chacun a le droit d'avoir ses revendications. Maintenant, il y a des lieux aujourd'hui. Des lieux qui s'appellent l'école, l'hôpital, il y a eu des lois là-dessus. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la loi, on se doit de la respecter. T'es d'accord ou pas avec ça? Je suis d'accord, moi. T'es pas d'accord avec une loi parce qu'elle te discrimine ou quoi? N'empêche que la loi, elle existe et il faut la respecter. On est d'accord ou pas là-dessus? Alors la loi, qui est-ce qui l'écrit, Christophe? Non. Est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? La loi? Oui. Mais avant qu'elle soit loi, elle est discutée, elle est débattue, elle est votée. Non, je te parle là à partir du moment où elle est votée, elle est applicable. Oui, mais c'est une évidence, ça. Voilà. C'est logique, ça. Ah, donc, on dit quoi? À l'école, pas de port d'uniforme, qui soit lié à la religion. Bon, donc là, tu fais une proposition de loi. Tu souhaiterais que... Je ne propose rien, moi, je fais que constater, mon ami. C'est l'idée. Ça serait qu'il y a eu un uniforme unique pour tous ceux qui, tous les écoliers. Oui, moi, ça solutionnerait beaucoup de problèmes, évidemment. Ah ben, propose, fait remonter ça à un député. Non, mais qu'en pensez-vous? Je m'en fous, moi, des députés. Ah, d'accord. Mais vous. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais bien sûr. Bon, bah voilà. Mais c'est un modèle anglais. C'est un modèle anglais, ça. Bah, il y a pas mal de choses à prendre du modèle anglais, d'ailleurs. Mais je pense que Hicham, il disait pas exactement ça. Il disait c'est difficile de se former. Après, je vais donner l'existence de deux partis notamment, donc français et musulmans, et l'autre l'UDMF. Après, il parlait. Hicham, t'es toujours là? Oui, il est là. Tu peux parler pour toi? Dis que je parle pour toi. Vas-y, conclue, mon ami, parce que j'ai la pub là. Hicham, oui, toi, oui, bien sûr. Conclue là, sur tout cet échange qu'il y a eu entre Hakim et moi là. Vas-y. Ben, écoutez, on voit qu'il y a des divergences tout le temps, mais bon, le dialogue, t'as vu, c'est ça, hein, c'est des divergences, et bon, bah, faut débattre. Exactement. C'est une richesse, on est là pour ça, mon ami, tous les jours. Salut Hicham, à bientôt. Du côté des Ulysses, il y a beaucoup d'appels, donc allez-y, réagissez. On est là pour débattre, évidemment. D'accord ou pas d'accord, on échange. L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre et d'échanger, de débattre, tout ça dans la bienséance, bien sûr. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le débat est ouvert, est engagé. En tout cas, c'est déjà ça l'essentiel. Ensemble, on essaie de pas refaire le monde, mais en tout cas d'essayer de s'entendre, déjà, ce qui est déjà bien, et d'échanger, de débattre autour de différents sujets. Et là, on parle de la vie tranchée de Hakim Raed, qui m'a fait un peu moins réagir. Voilà. Donc cette proposition, c'est bon signe. Non, il faut faire des propositions. Il faut pas faire que gueuler et constater. Ça, c'est un point. Il faut aussi proposer. Moi, je suis pour le port de l'uniforme à l'école, Hakim. Ça, je ne demanderai pas. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, quand tu vas dans les écoles aujourd'hui, je te dis, tu as des enfants, moi aussi. C'est à partir de l'adolescence, ils commencent à dire oui, papa, il faut que tu m'achètes les dernières baskets, machin, parce que en fait, pourquoi? Parce que son copain, il a les dernières baskets, machin. Et il y a des familles qui n'ont pas les moyens, pas la possibilité de l'acheter. Et donc après, évidemment, le parent dit non parce qu'ils n'ont pas les moyens. Après, tu connais la suite. Donc, c'est vrai que ce problème les uns après les autres. Voilà. Ahmed est avec nous. Bonsoir Ahmed. Bonjour Christophe, bonjour à ton chroniqueur, c'est Hakim, c'est ça? Hakim. Oui, bonjour Ahmed. Oui, bonjour Hakim, pardon, et bonjour à tes auditeurs et tes auditrices. Alors, je suis, d'abord merci pour ton émission Christophe, que j'écoute. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu dans le discours de Hakim, c'est que j'ai un peu le sentiment que c'est un peu général dans la communauté, on va dire, arabo-musulmane de France, maghrébine, c'est de demander à ce que les lois soient respectées, mais c'est surtout il y a une demande religieuse dans tout ça. Et ça me gêne un peu. Une demande quoi? On n'a pas compris. Une demande quoi? Il y a une demande religieuse de la part de la communauté, on va dire, arabo-musulmane de France. Musulmane? Parce qu'il n'y a pas que des Arabes en France comme musulmans. Il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a les Français de souche, entre guillemets. Mais je généralise. Je veux dire que moi, ce que j'entends dans les propos de Hakim, dans vos propos, j'ai l'impression que vous demandez à ce que les lois soient respectées. Et bien sûr, il faut qu'elles soient justes pour tout le monde. Mais j'entends quand même que c'est de se servir des lois de la République pour pouvoir imposer les revendications de la part d'une partie de la population, on va dire musulmane en France, qui moi personnellement me gêne, le halal, le voile, tout ça. Pour moi, je
je pense que les premiers, et là je vais être un petit peu brut, je pense que les premiers islamophobes, c'est une partie de la communauté musulmane qui va l'imposer et qui avec cet islam qui est identitaire et qui est plus que visible aujourd'hui et qui, je pense, est d'abord le problème que l'on retrouve aujourd'hui face à cette islamophobie, par rapport aux propos que l'on entend de la part du monde politique. Je pense que les premières personnes qui créent ce climat, je pense que c'est d'abord nous, les musulmans de France, qui... Alors t'es d'accord avec ça ou pas, Hakim? Alors, donc notre cher Ahmed, il soulève plusieurs questions. Donc il y a une nécessité de définition déjà de qu'est-ce que c'est l'islam pour lui. Ensuite il dit en fait on prend après comme deuxième question qu'est-ce que la citoyenneté. Troisième question comment vivre ensemble. L'islam, je le dis, je le répète, c'est un message de paix pour tout le monde. C'est une idée philosophique, c'est une pensée, c'est une opinion et c'est défendu par les constitutions françaises de liberté de penser, d'avoir de religion, d'en parler, de promouvoir. Ça c'est une chose. Ensuite, la citoyenneté, c'est de participer à la vie de la cité, c'est-à-dire à l'intérieur d'une zone géographique, de pouvoir s'exprimer, revendiquer. Voilà, moi je veux que les trottoirs ils soient comme ça, je veux pouvoir avoir des caniveaux ici, je veux pouvoir ne pas avoir de bruit, j'aime bien la verdure, des revendications et l'émancipation. Et j'ai envie de lui dire que c'est simplement une évolution de la société. La France de 1700, c'est pas celle de 1800, ni celle de 1900, ni celle de 2000. Elle sera pas celle d'aujourd'hui, sera pas celle de oui, après. Mais Hakim, pardon de te couper. Moi, il n'y a pas d'imposition à faire. Parce qu'il a dû utiliser un mot, Ahmed, il a dit que des gens veulent imposer à d'autres. Personne veut rien imposer à d'autres. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quand il décide de faire halal, il n'impose pas ça. Quand Quick décide de faire halal, il n'impose pas au consommateur de manger halal. Ouais. Celui qui veut manger. Quick a décidé, parce qu'il a vu ses comptes, il a vu la structure financière ses bilans comptables, il a fait un plan marketing, il a dit, voilà, le marché, c'est ça. Alors, en quoi ils imposent, Ahmed? En quoi ils imposent? Pardon, si je peux m'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même, moi, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a une obsession quand même du voile, du halal, de la part des politiques, oui, ça c'est vrai. Non, de la part au sein de la c'est même arrivé jusqu'au Burkina, ils sont obsédés par ça, c'est vrai. Névrose de cet islam identitaire qu'on impose de plus en plus dans certains endroits de la France, sans vouloir faire peur à qui que ce soit. Je veux dire, on le voit sur certains sites que je vais pas citer musulmans, leur combat, c'est d'abord on nous parle du monde arabe toute la journée. Je me dis, je comprends pas que il y a certains discours aussi, Hakim, et moi je fréquente certaines mosquées où il y a un racisme anti-français, c'est une réalité. Mais ça c'est pas bon, ça c'est minoritaire, Ahmed. Non, minoritaire ou pas minoritaire. Ça c'est des voix minoritaires, c'est marginal ça. C'est comme il y a des racistes dans le Ku Klux Klan, ils sont racistes. Tu vois, tu dis des choses un peu trop tendancieuses là. Non, mais il faut juste que moi je pense que juste alors une chose Hakim, on se dit vous, on se dit. Oh tutoyez-vous les gars. Attendez. Ahmed, attends. Ahmed Moalek, je te connais quand même. Hein. D'accord, non, mais ok, non. Tu l'as reconnu. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire les choses sans être accusé de quoi que ce soit. Moi, je pense que véritablement, il y a un véritable problème au sein de la communauté musulmane en France. Il y a une revendication qui commence à fatiguer et à rendre de plus en plus de gens de moins en moins tolérants. Mais tu peux pas empêcher les gens de vouloir manger, d'être végétarien ou d'être végétalien ou de manger halal ou de manger kasher. C'est normal ça. Il n'y a pas de complexe à avoir, Ahmed. Non, je pense que vouloir ne pas manger de porc, c'est quelque chose de légitime. Et dans un pays qui se porte bien, je veux dire, on doit tolérer les gens qui ne mangent pas de porc. Non, moi, je parle de cet islam qui est identitaire et donc qu'on ne veut pas voir et qui à devenir plus que fatigant. C'est comme cette histoire du voile. Je suis désolé. Le voile, moi, j'ai rien contre le voile. Moi, chez moi, tout le monde est voilé. Enfin, tout le monde. Mais mes sœurs et ma mère sont voilées. C'est pas non plus. Donc, je suis né avec ça. Donc, je n'ai pas de souci. Maintenant, on ne peut pas, au sein de la communauté musulmane, Hakim, on ne peut pas ouvrir le débat entre est-ce que c'est une prescription religieuse ou divine. Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet que tu veux entamer. C'est autre chose. Non, mais c'est un combat que certains mènent dans ce pays et qui frustre une partie de la population française qui n'est pas musulmane et qui excède les gens. À un moment donné, il faut aussi qu'on puisse en parler. Moi, je suis bien passé pour ça. Je suis traité de tous les mots, aposta, harké, traite, on va te pendre, etc., etc. Je dis simplement, moi qui suis issu d'une famille maghrébine musulmane pratiquante, je dis que j'ai défendu les musulmanes pendant 30 ans. Aujourd'hui,
je pense que j'ai été leurré, comme beaucoup, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, en toute tranquillité, sans être accusé de quoi que ce soit, c'est de dire, par exemple, sur le sujet du voile et la halal qui revient souvent, j'ai envie de dire, en toute tranquillité, pour moi, le voile n'est pas une prescription divine. Est-ce que je peux le dire sans qu'on soit accusé? Il n'y a pas de souci, Ahmed, c'est ton avis, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon avis tranché, il était sur, par exemple, je vais donner un exemple fulgurant. Qu'on enchaîne, parce qu'il y a beaucoup de monde. Sur mon avis, moi, c'est par exemple, moi, je suis capable d'avoir une discussion avec Bruno Le Maire ou avec Nicolas Sarkozy. On va être totalement décomplexé dans tout le plus grand respect. Et j'en suis sûr qu'ils vont être, je vais être d'accord avec eux et ils vont être d'accord avec moi. J'en suis sûr et certain. Bon, en tout cas, merci Ahmed de nous avoir donné ton avis. À très vite, merci beaucoup Ahmed. On a aussi Sarah qui est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir Sarah, vous nous appelez d'où? Alors moi je vous appelle de Moselle. De Moselle, soyez la bienvenue ma chère Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Sarah. Merci. Alors. Bonsoir Hakim. Qu'est-ce qui vous fait réagir Sarah? Moi je vous appelle pour réagir donc à la vie tranchée. Oui. Donc relativement à l'activité, c'est ça, au désir d'activisme de la communauté musulmane. De participation. C'était plus ou moins ça en substance, votre avis tranché, n'est-ce pas, Hakim? Participation, le mot utilisé c'est participation et arrêter de vivre par procuration. C'était ça le titre en fait. Voilà, alors moi j'aurais une question à vous poser relative à ça. Oui. C'est que, comment voulez-vous que l'on participe de manière active ou non dans un pays, dans un système social et politique où la majorité d'entre nous, qui sommes issus non seulement de l'immigration mais aussi de la communauté musulmane, nous ne nous retrouvons plus. Parce que je tiens à rappeler quand même, pour ma part, je vais parler en mon nom parce que j'ai pas la prétention de parler en d'autres. Moi, je suis, comme l'auditeur précédent, issue de l'immigration, d'une famille musulmane. Oui. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris le respect et l'amour de leur pays d'accueil, qui aujourd'hui est le mien, donc la France. Et malheureusement, depuis 2004, même un petit peu avant, ce sentiment-là est en train de se détériorer. Et aujourd'hui, il en va grandissant. Pourquoi? Parce que depuis notamment 2004, où là, clairement, l'islamophobie s'est installée, s'est affichée, la communauté musulmane, on est systématiquement stigmatisé, systématiquement pris pour cible, systématiquement, on va parler du voile, on va parler de la question du halal dans les cantines, la question du halal maintenant même dans le domaine privé. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de participer à ça. Moins tu participeras et plus on te critiquera. Mais on dirait que t'es un étranger, on dirait que t'es un monstre en fait. Parce que si vous appelez à une certaine forme de participation, ça veut dire que totalement décomplexé. Il n'y avait pas de participation. Ouais. Et par conséquent, si déjà alors que les choses étaient beaucoup moins graves qu'aujourd'hui, on ne participait pas, comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous voulions participer? Moi, je ne veux pas me battre contre qui ou discuter avec qui. Discuter avec Bruno Le Maire, c'est tout à votre honneur si vous vous sentez capable de parler avec lui. Moi, je ne peux pas discuter avec des personnes qui ont des a priori ancrés en eux. Et si c'est pas ancré en eux, ils savent très bien que c'est un moyen pour eux de séduire un certain électorat. Donc Sarah, donc Sarah elle est pas pour discuter. Sarah elle est pas pour discuter. Tu es pour le communautarisme à outrance. Ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon Sarah. Ça faut pas s'enfermer sur toi. Ne vous méprenez pas sur mes propos parce que moi je ne dis pas que nous devons nous tourner sur nous-mêmes et nous mettre en autarcie. Non, loin de là. Mais simplement ce désir de participation, oui. il est très difficile à faire naître, notamment chez ces jeunes, chez les jeunes d'aujourd'hui qui vivent depuis une dizaine d'années avec au minimum une fois par semaine un sujet médiatique qui porte sur leur communauté, sur leur religion, même si ces sujets sont souvent dévoyés, je le reconnais, mais malheureusement Mais à qui la faute, Sarah? À qui la faute? Mais bien évidemment, alors la faute, moi je pense que c'est la responsabilité, je parlerai pas de faute, je parlerai plus de responsabilité, porte et dites-le, allez-y Sarah. Politique, mais également de notre communauté, ça voilà. Je le reconnais également. Bah oui. Et surtout, non. Finalement, ce que l'on reproche au monde politique, ne pouvons-nous pas nous le reprocher à nous-mêmes? Quand on voit des Dalil Boubaker qui sont là depuis que moi je suis toute jeune, bon j'ai 30 ans, depuis que je suis toute jeune, Dalil Boubaker est là. L'UOIF, renouvellement zéro. Donc du coup, finalement, ce que l'on reproche aux politiques français, même en ce qui concerne la communauté et son minimum d'organisation, c'est aussi la même chose depuis 30 ans. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors,
Oui, Sarah, Hakim, je t'en prie. Sarah, donc tu as dit plusieurs choses. Tu as dit dans ce pays. Donc en France, c'est notre pays. On est français, musulmans. La France, elle est musulmane, comme je l'ai présenté. On est français après de confessions la France, diverses. Elle est musulmane. Je dis ça comme ça. Ouais. Je peux me permettre. À 6 à 7%. C'est l'Institut Montaigne qui parle comme ça. Enfin, à peu près. On va dire ça comme ça. Sur 66 millions. Et j'ai parlé aussi de ce grand commerçant grossiste en viande. Donc il y a sa clientèle qui vend du halal. Donc ils vendent pas du halal à des végétariens. Ils vendent du halal à des consommateurs de halal, des musulmans a priori. Et Quick qui devient, c'est juste des exemples, qui s'est converti, on va dire, au halal. Voilà. Donc tu as dit, donc en fait, ça très brièvement, sache que si on apprend l'histoire, ce qui s'est passé avant et ce qui a donné le résultat d'aujourd'hui, la communauté, c'est-à-dire les Français musulmans, ils reviennent de loin et ils ont beaucoup d'acquis et c'est et la manière dont ils vivent aujourd'hui, c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire de vivre de manière paisible avec tout ce qui a pu être commis à leur rencontre avant. Et c'est le futur, le futur, ils demandent, enfin les gens, c'est-à-dire dans le futur, moi, ma vision, c'est que les gens demandent et demanderont toujours à vivre en paix, dans un bien-être, dans un partage, dans une générosité et dans un respect à la fois de l'environnement, mais aussi des êtres humains. C'est pour ça qu'il faut discuter avec tout le monde. Moi, j'ai aucun problème à discuter avec Marine Le Pen, j'ai aucun problème à discuter avec Mélenchon, avec n'importe qui, avec n'importe quelle idée politique ou philosophique, parce qu'on va discuter, on va débattre. À partir du moment où on connaît son histoire, on sait d'où on vient, on va voir les choses autrement. Et bien évidemment qu'il faut participer. Non, il ne faut pas se renfermer. La preuve, quand tu prends le téléphone et tu appelles la radio, c'est pour débattre. Et c'est comme ça que les choses, elles avancent. Voilà. Le communautarisme ségrégationniste, c'est mauvais. Il faut. Ah oui, non, mais sur ce point-là, moi, je partage Sarah, complètement est-ce que tu vas voter? point de vue. Là n'est pas la question. C'est simplement que ce désir. Bon. Déjà, pour reprendre un petit peu ce que vous êtes en train de dire, on parlait de paix. Effectivement, tout le monde a envie de vivre dans la paix. Mais bien sûr, faut partager. On peut avoir des divergences de point de vue, mais on s'explique après. C'est un but universel et un objectif universel. Or, force est de constater que ce but a été, et notamment parce qu'on connaît l'histoire, que à la fois la paix a été utilisée pour faire la guerre, et la paix a toujours été très très compliquée à instaurer de manière. Ah bah Sarah, là, je t'invite à écouter attentivement mon coup de cœur. Parce qu'on n'a jamais su éteindre concrètement les foyers. Donc. Bon, Sarah. Oui. Merci beaucoup en tout cas de ton appel et de ton avis. C'est déjà ça, comme le disait Hakim, tu as franchi le pas en essayant de venir débattre avec nous et je t'invite d'ailleurs à continuer à le faire. N'hésite pas hésiter à venir dès que tu as une petite chose à dire. Si cet espace, si cette émission sert au moins à ce que les langues se délient et que les gens apprennent à discuter ensemble même quand on n'est pas d'accord, et ça arrive régulièrement dans cette émission. N'hésite pas à prendre la parole. En tout cas, Sarah, je te salue, à très vite. Merci, au revoir Chris. Merci. Alors tu fais beaucoup réagir là, tu fais péter le standard. Hein, ah, c'est bon signe. Oui, Kader, salut Kader. Salut Christophe, salut à votre invité. Salut Kader. Kader, tu nous appelles d'Alfortville, c'est ça? D'Alfortville, voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, Kader? Voilà, donc moi je suis pas tout à fait d'accord avec votre invité, et laissez-moi juste développer en deux parties s'il vous plaît. Alors faut pas que ça dure 10 plombes non plus, hein, Kader. Faut pas que ça dure 10 plombes. On a du monde, on a une émission, hein, d'accord? Non, c'est juste vite fait. La première partie, elle est que aujourd'hui nous on craint plus l'homme que Dieu. Notre crainte, elle est plus vers Dieu, elle est vers l'homme, et donc l'homme, il a profité de cette situation, il nous a imposé des lois, il nous a interdit tout. Et ça, c'est un mal français, en fait. Quand on n'arrive pas à résoudre le problème, on crée des lois pour interdire et point à la ligne. On va pas chercher plus loin. Comme ils ont interdit le voile, ils vont interdire le burkini, ils vont interdire beaucoup de choses. Les repas halal dans les écoles, et on sait du suite, et ça va venir encore. Et la deuxième des choses, c'est que nous, aujourd'hui, le musulman français, entre guillemets, il cherche plutôt à son confort personnel. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y. Voilà, à son confort, excusez-moi, à son confort personnel, je veux dire quoi. Donc, qu'il soit pas désigné de doigts, qu'il soit pas mêlé dans des débats politiques, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, si la situation elle est aujourd'hui telle qu'elle est, c'est qu'on est responsable à 100% déjà à la base, parce qu'on a dévié sur ce qu'il a dit Dieu de notre religion, parce qu'on se revendique musulman, mais on fait rien de ce que Dieu il nous a dit et notre religion elle nous a dit. En fait, on a pris juste l'étiquette être musulman, point à la ligne, mais on fait tout ce qui est contraire. On est devenu
une manne financière. Maintenant, le halal, il pèse à peu près 5 milliards sur le marché, ce qu'ils disent. Mais aucun patron musulman à 100% qui va dire qu'il a la main sur ce marché. Ce marché, il est partagé par d'autres. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave ça, Kader. Non, mais c'est pas ça. C'est du commerce. Demain, s'il y a 5 milliards, s'il y a des 5 milliards, et il y a des plus que 5 milliards d'euros par an. Demain, ils auront un mot à dire, il y aura un poids. Mais aujourd'hui, on est juste consommateur, on paye point la ligne. Bah c'est un constat. Et Kader, donc vis-à-vis de l'échéance des présidentielles, donc tu participes, rassure-nous. Non, parce que j'ai pas le droit de participer. J'ai une carte de séjour et ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Oui. J'ai pas la nationalité française. D'accord. Et tes amis, tes proches autour de toi, ceux qui ont cette capacité, tu les encourages. Voilà. Rassure-nous. Si Hollande avait respecté ses promesses, t'aurais pu au moins participer aux échéances locales. Mais bon. Voilà, franchement, c'est pas la question, elle est pas là. La question, elle est que aujourd'hui, on a du mal à convaincre une jeunesse qu'elle est abandonnée. J'habite à Alfortville, il y a des cités et c'est même pas la peine d'aborder le sujet avec ces gens-là. Ils sont déprimés, ils ont aucun espoir, quoi. Il faut pas s'économiser en partage et en débat et en discussion, Kader. Il faut continuer à parler. Il faut trouver les axes, les angles de discussion. Et après, il faut investir, il faut continuer à parler. Parce que même ces gens-là dont tu parles, ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Et réaliser leurs besoins, c'est une nécessité pour eux. Donc il faut que tu ailles dans le sens de leurs besoins. Et leur faire prendre conscience que la réalisation de leurs besoins, elle passe au travers de l'intéressement à la politique. Merci en tout cas Kader pour ton constat. À très vite. Merci beaucoup du côté d'Alfortville. Salut Kader, à bientôt. Alors on a du monde. Falloir s'il vous plaît, messieurs dames. Falloir qu'on abrège. On n'a pas le temps de passer 10 minutes par personne. On a jamais eu autant de monde, Christophe. Ouais, tu m'as fait péter le standard, Hakim. La prochaine fois, tu me préviens quand même. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir aux auditrices, auditeurs. Merci Christophe de me prendre encore une fois. Bonsoir à Hakim. Bonsoir Kamel. Kamel, il est chroniqueur avec nous parce qu'il est tous les jours au téléphone. Écoute, je suis toujours là parce que le sujet de notre communauté est très important et je crois qu'il est important que les gens et tous ne nous égarions pas. Bien évidemment, c'est un peu comme au sein d'une famille. Tu lances un sujet dans une pièce avec les membres de ta famille, eh bien tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais nous restons une famille et c'est la métaphore que je donne à chaque fois. Ouais. Alors je reprendrai et je remercie à la fois Ahmed, Sarah et Kader qui viennent d'intervenir parce que finalement on se retrouve tous. On se retrouve tous quelque part parce que c'est au nom des dénominateurs communs que nous avons non pas l'envie, mais le devoir d'intervenir. Et moi, je te rejoins, Hakim, effectivement, nous avons un rôle à jouer. Et bien évidemment, au sein de nos familles respectives, les croyances, ceux qui font les prières, etc., mettons ça de côté. L'islam, pour celui qui veut, et c'est d'ordre privé que les gens doivent pratiquer. Je suis assez d'accord avec toi, Kamel. Pas de jugement à porter à l'égard des uns et des autres. Attends, on s'arrête sur ce point. Pardon. Kamel. Oui. Attends, ne pars pas dans un. Voilà. On s'arrête sur ce point parce qu'il est extrêmement important à mon sens. Aujourd'hui, force est de constater aujourd'hui qu'on a affaire, Hakim, tu peux pas le nier. De quoi au sein de nos familles, au sein de notre entourage, à des gens qui vont te juger. Ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Kamel, il a raison. La religion, c'est dans la sphère privée. Non, mais cette phrase-là, elle veut rien dire. Excuse-moi. Non, comment ça veut rien dire? Parce que là, tu prends un exemple que quelqu'un qui se fait juger par rapport à sa pratique personnelle, et tu accroches une phrase qui va être à la mode sans doute là dans les 5 premières années. C'est il faut se rentrancher à la sphère privée. Mais pas du tout. Quick, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête le halal. Laisse tomber Quick. Parce que ça, mais non, c'est un autre domaine. C'est significatif, ça. Pas du tout. C'est de l'économie, ça. Ça s'appelle de te prendre d'intérêt de nos portefeuilles, mon ami. En fonction d'une tendance philosophique d'une catégorie de clients. Mais en dehors de ça, tes revendications, tu vois ce qu'on en fait, tes revendications aujourd'hui. Quelles revendications? Les revendications, justement, sur le port du voile, sur le repas halal. Mais pour revendiquer, il faut s'organiser. On n'est pas encore assez organisé, voyons. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la Attends, pardon Kamel, parce qu'on va s'arrêter sur un point précis, moi, qui m'intéresse. Non, mais attends, 2 secondes, Kamel, 2 secondes. 2 secondes. Kamel, laisse Christophe tranquille. Stop, Kamel. Non, mais j'interdis à quiconque de pouvoir me juger. Bah oui, non, mais justement. Bien sûr, c'est une évidence, ça. Mais non, mais c'est pas une évidence, Hakim. Tu peux pas dire ça parce qu'aujourd'hui, et on a affaire à beaucoup de gens dans cette communauté, qui, au lieu de se regarder dans une glace, et visiblement, ça doit être très dur pour certains d'entre nous, le matin de se regarder dans une glace, vont passer leur temps à te juger parce que tu fais pas ci, parce que
tu fais pas ça ou parce que madame ou la demoiselle porte pas le voile. Mais ça, c'est une bassesse de l'esprit, ça. Mais non, mais c'est une alors, erreur, à ce moment-là, ça. donc alors l'erreur elle est immense hein, parce qu'aujourd'hui on est rempli de ce genre d'individus et moi Parce ça que c'est une commence à me facilité saouler. intellectuelle. La seule personne à qui j'ai des comptes à rendre pour croyant que je suis, ça sera à Dieu. Oui, c'est pour logique, les hommes, c'est évident, ne ça. venez pas m'emmerder avec ma pratique ou ce que je fais ou ce que je fais pas. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit à part au plus ça c'est à évident, tout, c'est évident. à Dieu, voilà. Ça c'est évident. Mais non, mais ça c'est pas c'est acté, y a pas de problème. Ouais, mais faut le dire. Mais t'as dit autre chose, tu accroches une autre phrase, tu dis sphère privée, ça Bien veut dire. sûr. Mais Tu comment sais ça, pour- sphère alors, privée? Attends, on s'arrête. C'est dangereux cette phrase. Je t'arrête sur un point. Il faut faut l'expliquer cette phrase. Non, écoute, moi j'ai un exemple à donner. Ah là. Écoutez, à Kamel, écoutez, mesdames, messieurs, parce que celui-là, pour moi, il est à chaque. Je sais que je l'ai déjà dit à la radio, mais je le rappelle parce que il est criant d'une vérité. Enfin, que je considère en tout cas comme un exemple. C'est un monsieur qui était mon voisin pendant de nombreuses années, qui est resté un ami. Et ce monsieur, c'est un pratiquant comme beaucoup d'ailleurs, c'est-à-dire qui va à la mosquée régulièrement, qui fait ce qu'il a à faire et respecte un maximum sa religion. Et tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais ce monsieur, avec les échanges que l'on a eus, on a parlé de tout, sauf de religion. On a parlé de tous les sujets. Jusqu'à un jour où je me suis interrogé, je me suis dit, mais attends, Hamida, tu vas à la mosquée, tout ça, ta femme elle est pas volée. Il me dit, je t'arrête. Moi, ma femme, ce qu'elle fait, c'est son problème. Moi, je fais mon truc, c'est mon problème. Je dis, ouais, mais pourquoi tu me donnes pas des conseils, machin? Il me dit, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'a t'interdit de lire. Personne n'a interdiction d'aller de se cultiver. Chacun doit faire son cheminement. Et j'ai trouvé cet exemple magnifique parce que rien que dans son comportement, il donnait déjà un exemple et il donnait une envie plutôt que des gens qui vont venir te saouler à longueur de journée en te faisant des rappels pour avoir des hasanat ou je ne sais quoi, à croire que la religion c'est une comptabilité. Voilà, pour moi en tout cas ça a été un des meilleurs exemples que j'ai rencontré. C'est-à-dire on est capable, le meilleur croyant est celui qui est capable de te parler tout sauf de religion. Eh ben, je trouve ça très beau, j'aimerais réagir. C'est véritablement l'exemple, mon cher Christophe, c'est véritablement, et on le sent très profondément lorsque tu l'exprimes, c'est véritablement au-delà de ce supplément d'âme, de hauteur d'esprit qu'il faut avoir et que nous devons imposer. Il faut cesser. Par contre, laissez-moi terminer. Vous allez voir. Parce que j'ai la pub. Il faut véritablement être collé à ça. Il faut tirer et faire en sorte que les gens s'élèvent parmi nous et que nous arrivions effectivement à nous organiser, puisque vous avez parlé de politique et je rebondis là-dessus. Ouais. Et c'est très important. Ouais. Il se trouve que C'est le thème de la vie tranchée d'ailleurs. Exact. C'était pas la religion, c'est Christophe qui a Ouais, parlé. mais tu l'as mis un peu dedans, Hakim. Mais c'est normal parce que t'es français et musulman. Oui, mais tu dis voilà l'islam. Mais t'as j'ai raison, aucun complexe l'islam avec ça. Bah oui, bah alors assume. Bah j'assume Eh ben totalement. voilà, donc. Ce que tu as décrit de ton voisin Hamida, c'est ni plus ni moins que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ouais. de tous les prophètes, que ce soit Jésus, Eh ben, Moïse, Noé, tout le monde. tous ceux qui veulent les gens limiter dont et tu qui parles, veulent faire de la surimitation, les ils gens ont dont du tu boulot, parles, hein. c'est qui veulent Pardon. faire genre la police là, c'est les forces de répression du licite et de l'illicite. Ouais. Ça c'est une bassesse de l'esprit, c'est des Eh gens. ben ouais, mais ils sont très nombreux aujourd'hui. Mais non, ils sont pas nombreux. Ils sont très nombreux, alors faut on arrêter fréquente d'en pas les mêmes parler. endroits, alors. Il faut parler des bonnes Bah, personnes. non, on peut pas nier des choses qui existent, Hakim. C'est marginal. Écoute, peut-être à ton niveau, moi je crois pas que ce soit marginal. Et la grandeur et les. Faut que tu viennes avec moi à Saint-Denis alors. Non, mais Saint-Denis n'est Tu pas. feras mieux à Saint-Denis. Saint-Denis n'est pas la France, mon ami. Tu le sais Tu feras bien. mieux à Saint-Denis. Hakim, T'auras une autre Saint-Denis expérience de n'est la pas la France. France. Mais t'auras une extra expérience de la France. Oui, parce mais que- non, mais je connais très bien Saint-Denis. En plus, il y a beaucoup de berbères là-bas. Vas-y, en une phrase. Ouais, en une phrase, Kamel, vas-y. Allez, je termine. Non, mais en tous les cas, c'est très bien parce que ça suscite le débat. Bah, et c'est bien très sûr. bien. Et C'est un important. enrichissement Ouais. pour tout le monde. N'importe comment, nous sommes unis. Nous ne sommes pas désunis, contrairement à ce que certains Bravo, voudraient Kamel. faire croire. Bravo. Laisse-moi terminer. Nous sommes unis que quoi qu'il arrive, nous sommes unis. J'aimerais simplement pour dire. Dépêche-toi, à j'ai la Sarah, pub, Kamel. Ahmed, etc., tous ceux qui sont intervenus. Tu sais pertinemment que depuis plusieurs mois, nous travaillons sur une consultation nationale, mon cher Christophe. Ouais. Et cette consultation nationale arrive. Nous avons attendu, pour les simples bonnes raisons, laisse-moi terminer. Mais j'ai Nous de la avons pub, attendu Kamel, parce que les dépêche-toi. questions que nous posons à l'ensemble de la communauté musulmane Ouais. sont tellement délicates. On le voit au travers du débat qu'on a. C'est tellement délicat qu'on s'y est repris à 10 fois, 20 fois pour poser les bonnes questions. Merci Kamel. Salut à toi. Dans un instant, on poursuit, mais on va aussi un peu changer de sujet. Ouais, faut changer un après, peu, si là. vous voulez pas, on continue. Moi, je m'en fous. Hein. Pas de problème. J'assume. Et Hakim aussi. Donc ça tombe bien. Et vous aussi. Donc on échange, on débat. Ça fait du bien quand même d'écouter nos auditeurs. Ça fait bien longtemps quand même. Hein? C'est bien. C'est une bonne bien. idée de Exprimez-vous. 01. Prenez la parole. Prenez le pas dans cette émission qui est la vôtre, le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Alors Hakim, il est un peu, comment dirais-je,
je vais employer de bons termes. Il est un peu surpris qu'on soit parti sur un terrain qui n'était pas celui sur lequel il voulait nous emmener. Dans son avis tranché, je te propose de recentrer le débat, mon cher ami, avant d'accueillir Ahmed et Karim. Et après, j'invite tous les auditeurs à changer de sujet parce que on aura évidemment l'occasion d'y revenir avec nos différents chroniqueurs qui ont aussi à chacun et chacune leur spécificité. Et c'est en ça d'ailleurs que le Grand Forum devient, à mon sens, très intéressant. C'est qu'on a affaire à des gens qui ont des approches différentes des différents sujets que l'on aborde. Donc c'est en ça que le Grand Forum aussi est amené à s'enrichir grâce à vous et avec vous, chers amis auditeurs. Là, Kim, sur quoi exactement tu souhaitais que l'on... Moi, essentiellement, mon propos, il s'attache à mettre en relief et à souligner l'importance de la participation citoyenne en France. Voilà, c'est-à-dire, et le titre de mon avis, c'est ça, c'est arrêter de vivre comme Français par procuration en France. Voilà, c'est-à-dire on n'est pas simplement intéressons-nous à une activité citoyenne, participer dans la République et participons avec nos spécificités. Et aujourd'hui, l'actualité de cette participation, c'est ni plus ni moins que d'aller s'inscrire, pour ceux qui ne le sont pas encore, sur liste électorale, afin de participer à l'élection présidentielle pour élire notre président et les élections législatives qui viendra Alors, juste après. Qu'est-ce que tu dis aux gens que je vais pas leur attribuer d'adjectif parce qu'ils risquent d'heurter, qui nous disent voter c'est haram, parce que là tu as toute cette campagne aussi. Alors sur il n'y a Internet, pas de souci. Alors c'est un avis, on le reçoit. Quand tu écoutes, parce que c'est très connu ça, quand tu écoutes ce qu'ils ont à dire, ils sont la base de leur avis, elle ne correspond pas du tout au contexte, à la question elle-même, parce que ce n'est qu'un avis parmi 3 avis. Je le rappelle, il y a l'avis qui dit que faut pas voter parce qu'on va discuter des lois, alors que les lois elles sont déjà établies par Dieu. Et c'est ça à leur propos. D'autres ils vont dire mais si, bien évidemment, et ils vont dire que c'est même obligatoire de participer à la vie de la cité, et notamment un des grands savants, c'est Ibn Taymiyyah, qui dit ni plus ni moins que le fait de participer, c'est ça la religion, c'est le fait de vivre. Est-ce que religion et politique font bon ménage, Kim? Politique, ça veut dire police, et le suffixe tique, c'était l'organisation. Donc c'est organisation, police, ça veut dire la ville, la cité. Donc c'est l'organisation de la ville. Et religion, donc le mot religaré, c'est le lien entre le lien vertical entre les humains et Dieu, hein, pour ceux qui croient en Dieu. Est-ce que ça fait bon ménage, Hakim? Comment? Est-ce que ça fait bon ménage? Alors on peut les opposer, on peut dire que non, on peut utiliser comme l'autre Marx il disait que c'est l'opium du peuple. La religion, il disait ça, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, il y a un Pierre Thévenin qui dit l'opium du peuple de gauche, c'est l'anti-religion. Donc, l'organisation politique, si elle profite par opportunisme de telle ou telle philosophie, de telle ou telle religion, à ce moment-là, oui, ça devient mauvais. Attention à pas faire des mélanges des gens. Voilà. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir votre chroniqueur. Bonsoir, je partage tout à fait son point de vue. En parlant de citoyenneté, bien évidemment, moi je vous appelle en tant que citoyen, Christophe. Je crois que nous sommes à la veille quand même d'élections très importantes. Oui. Certainement énormément préjudiciables pour je dis pas la communauté, pour les musulmans, parce que nous ne sommes pas encore au stade de la communauté, même si certains politiques utilisent le terme à dessein, le terme communautarisme, alors qu'on n'est même pas arrivé au stade de communauté. Parce que ça implique une organisation. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Parce que ça impliquerait une organisation absolument, une structure. Or que ce n'est pas. Et donc aujourd'hui, le seul endroit où on est une communauté, c'est dans les zones de la radio Méditerranée. Depuis des années, Christophe, moi, il m'est arrivé, vous savez, depuis... De la radio quoi, Ahmed? France Maghreb 2, hein, Ahmed. Faut remettre le disque dur à jour, mon ami. Qu'est-ce que j'ai dit? Radio Méditerranée. C'est fini, elle est partie, celle-là. Non, excusez-moi, non, ce que je voulais dire pour ma part, hein, oui, pour ma part, j'en prie. je parle pour moi. C'est-à-dire, ça fait depuis des années, avec beaucoup de gens de très bonne volonté, nous avons toujours traité de ces sujets qui sont récurrents. Ouais. C'est-à-dire il y avait la Palestine et la citoyenneté, en tant que musulman dans ce pays-là. Et quand j'ai nommé une radio, mais c'est pas cette radio en particulier, mais dans toutes les radios communautaires, je veux dire, où la communauté musulmane a le droit, que des communautés encore, je mets ça entre parenthèses, vous avez compris. Donc, on a toujours parlé de ces sujets, mais le problème qui se pose, c'est que les politiques qui aujourd'hui veulent devenir, pour certains pour revenir, pour d'autres par ambition, etc., c'est parce qu'ils ne remettent pas en question ma conviction. Ils vont chercher justement certaines choses dans cette religion
qui les intéresse pour essayer de mettre le doigt dessus et nous ramener à cette expression. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est qu'en définitive, que ce soit Sarkozy, que ce soit le maire. Regardez, hier, j'écoutais une émission, le maire, il a reçu de l'ancien émir du Qatar une montre de 85 000 euros. Je parle pas de Sarkozy avant qu'il ne se déclare président et avant qu'il ne soit, président aussi de les Républicains, je sais pas comment on dit les Républicains ou des Républicains. Donc il allait au Qatar faire des conférences et puis qui coûtaient 100 et 200 000 euros par conférence, si ce n'est plus. Ils sont choyés. On leur déroule le tapis rouge, c'est-à-dire ceux qui sont les représentants, j'allais dire, de certains pays dont nous sommes, nous, aujourd'hui, une population, certes, nationalité française, mais qui provient de ces pays-là où on est en train de choyer des gens qui nous insultent. En fait, Sarkozy, il va se reposer dans une certaine monarchie, les émirs, c'est ça que je trouve incompréhensible. Donc, il y a une précision importante là, parce que là vous êtes trompé, parce que les pays du Golfe, la majorité de la population musulmane française n'est pas d'origine des pays du Golfe. Les cadeaux qui sont donnés, c'est simplement politique, hein. C'est leurs intérêts à eux, hein. On est dans du business, hein. Là, on parle pas de business, on parle de revendication des citoyens français musulmans. Non, excusez-moi. Parce qu'ils ont rien à voir, on n'a rien à voir avec eux, en fait. Moi, en tant qu'Algérien, j'entends souvent les Algériens, c'est-à-dire qu'ils sont Algériens alors qu'ils sont Français. Des Marocains qui disent nous sommes sujets du roi et alors qu'ils sont Français. Je suis désolé, c'est de ça que je veux parler. Si on arrive justement à comprendre qu'on est citoyen français, il faut qu'on le décide nous-mêmes. Je disais qu'on était à l'aube d'une élection très importante. Nous avons chacun un devoir par rapport à ça. Nous avons des politiques qui sont corrects à la limite quelque part, parce que eux c'est le ventre mou qui les intéresse, c'est-à-dire l'islam, où ils peuvent éventuellement vomir autant qu'ils veulent sans qu'il y ait des conséquences particulières. Et donc il y a personne qui nous défend par rapport aux structures aujourd'hui que les. Parce que c'est aux citoyens de se défendre eux-mêmes. Pardonnez-moi. C'est aux citoyens justement de se défendre eux-mêmes. Mais c'est ça que je voulais en venir. En s'organisant. On nous a chapeauté de structures comme des collectifs ou comme le conseil du culte musulman ou certaines associations, mais ces gens-là on les voit jamais, on les entend jamais. Donc si on doit se défendre, on a deux choses importantes. Parce que ce n'est pas des créations citoyennes. Le CFCM, c'est pas une création citoyenne. Absolument, mais je dis chapeauter. Donc il faut admettre, il faut être juste quand même, c'est que le nouveau président Anouar Pibech essaie de faire certaines choses comparé à l'ancienne direction, c'est quand même un peu mieux. Oui, mais ce n'est pas une création, ça n'émane pas des citoyens français. Voilà, exactement. Mais c'est peu, Christophe. Ça change toute la donne. Nous sommes demandeurs depuis des années. Normalement, on doit donner un bon coup de poing, dans la fourmilière. Aujourd'hui, nous sommes demandeurs d'une citoyenneté. Les Strapontins, on n'en veut pas. Nos devoirs, on les remplit. On a besoin de droits, des droits les plus élémentaires, j'entends. Et donc, c'est pour ça que je partage le point de vue de tout à l'heure. On doit réagir comme citoyen. Il faut être acteur, on a deux choses qui sont importantes dans ce pays-là. On doit les utiliser. C'est-à-dire, c'est le bulletin de vote et la manif. Enfin, quand je dis la manif, pour dire qu'on existe aussi parce qu'on a le droit de manifester dans des pays démocratiques. Merci Ahmed. Justement, pour finir, je dis oui, bravo Christophe, je suis pour la blouse. Pourquoi? Parce que ça gomme les origines sociales et ça permet aux riches et aux pauvres avant tout, d'avoir sa blouse par-dessus et peut-être de créer des relations beaucoup plus apaisées entre les enfants. Et pourquoi les politiques ne proposent pas? Parce que ça les embête, ils auraient plus de sujets à évoquer dans leur campagne, alors qu'il y aurait beaucoup de problèmes réglés à l'école en tout cas. Merci beaucoup Ahmed. On enchaîne une dernière intervention sur ce sujet. Réaction d'Avis Tranché. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un avis tranché qu'il faut autant réagir, Hakim. C'est bon signe, c'est bien. Karim, bonsoir. Bonsoir les amis. Ce débat est très 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 intéressant. Donc je vais résumer vite fait ma pensée d'abord pour dire que d'abord je félicite France Maghreb d'être une radio démocratique en nous ruinant plus maintenant quand on vous appelle. Bon, c'est bien, il y a un pas de tranché qui arrive. Depuis le temps que je réclamais ce 01. Ouais. Il est là. Pas arriver, c'est bien. Non, mais par contre, alors, en deux mots, moi je suis d'accord avec Christophe. J'estime que la religion doit être dans le domaine du privé. Bon, quand je dis domaine du privé, ça veut rien dire ça. Ne dis pas, ça veut rien dire, Hakim.
Ne dis pas ça va. Attends. Ne dis pas ça veut rien dire. C'est pas assez précis si tu préfères. Est-ce que je pourrais terminer ma phrase? Oui, vas-y. C'est possible ou pas? Vas-y, Karim, vas-y, impose-toi, mon ami. Non, moi je voudrais dire que quand je dis domaine du privé, ça veut pas dire que je veux pas que... Moi je veux que l'islam se voit, bien sûr. Je suis pas contre les femmes qui portent le voile, etc. Mais bon, dans les limites de la loi, moi je suis contre la burqa, etc., pour des raisons de sécurité. Mais moi j'estime que on est musulmans à la maison, et si c'est possible, français à l'extérieur. Ça n'empêche pas, bien sûr, de manger halal, de faire ses courses dans les boutiques halal, etc. Et ça fait rire, ça, je suis tout à fait. Mais moi, je suis contre les revendications externes. Moi, je suis d'accord avec Christophe, dans les services publics, à l'hôpital, on n'a pas à exiger quoi que ce soit. Moi, ma femme peut se faire soigner par un homme, je trouve ça tout à fait normal. À l'école, moi quand j'étais petit, j'étais inscrit avec les petits enfants juifs dans ce qu'on appelait à l'époque les régimes sans porc. Ah, c'est vrai qu'il y avait du porc, on nous donnait des œufs durs, une omelette, c'est tout, puis j'en suis pas mort. Je veux dire, moi, je suis pour des revendications plutôt politique. Exemple, moi, on fait partie d'une communauté, alors j'entends toujours ce mot, oui, on nous tape dessus, etc., on nous stigmatise, on dit du mal de nous, etc. Ce qui est vrai. Le seul problème, c'est qu'il y a un truc dont personne ne parle, c'est qu'on nous a réduit au silence. C'est-à-dire qu'on nous stigmatise, mais on nous interdit de répondre. Pourquoi on nous interdit de répondre? Parce que, si vous voulez, à chaque fois, moi j'ai remarqué, à chaque fois qu'on invite un intellectuel musulman, même qu'il n'y en ait pas beaucoup, on lui met toujours 3-4 islamophobes en face. Mais à chaque fois qu'on invite un Zemmour ou un film quelconque, on lui met personne en face. Ça, c'est vrai. Donc tout ça, c'est vraiment organisé. Donc moi, je voudrais conclure en disant une chose très simple. Pour l'instant, les musulmans, on n'est pas organisés pour être une force intellectuelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, 90% d'entre nous, à commencer par moi le premier, on est issus de parents analphabètes. Bon, nos enfants commencent à être bacheliers, Bon, il faudra encore 10 ou 15 ans pour qu'on ait des médecins, des architectes, des grands journalistes, des grands écrivains, etc., pour qu'on soit ce qu'on appelle une force intellectuelle. Mais pour l'instant, on est une force économique. Pour boycotter un produit, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA, on n'a pas besoin d'avoir fait HEC, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Moi, dans ma famille, j'ai interdit à tout le monde de boire, dans ma famille, dans ce qui me concerne, ma femme, mes enfants, j'ai interdit le coca. On ne boit jamais de coca parce que c'est une boisson impérialiste. Voilà. Si on commençait déjà, par exemple, par nous regrouper pour être une force économique. Par exemple, je prends l'exemple tout bête. Si on boycottait Carrefour, ne serait-ce que pendant 3 semaines, on ferait perdre à Carrefour 400 millions d'euros, parce qu'ils vendent le livre de Zemmour. On est à peu près 5 millions de musulmans. Si on était 3 millions à ne pas aller à Carrefour pendant un mois, c'est pas moi qui a fait le calcul, c'est quelqu'un sur Internet, Carrefour perdrait 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, les actionnaires, ils ne le supporteraient jamais. Entre perdre 400 millions d'euros et vendre le livre de Zemmour, les actionnaires, ils feraient vite le choix. Donc, voilà, il faudrait avoir des comportements de force économique en attendant que notre force intellectuelle, qui est en train de se constituer. Et pour ça, il faut vraiment ne pas avoir peur de boycotter. J'écoutais un Mou Bouakas qui disait des choses très très intéressantes et qui connaît bien ce milieu. Il disait à Mou, il disait une chose très simple, il disait, parce que quelqu'un l'avait interpellé en disant oui, Zemmour sur RTL, etc. Mais Amou Baka, il disait, mais vous savez, il suffirait de 150 000 emails à RTL pour que Zemmour soit viré, mais il m'a dit, 150 000 emails sur une population de 6 millions d'habitants, c'est quoi? C'est rien. Par exemple, j'entendais Rachid Arabe qui disait, oui, alors on lui disait, oui, il disait, oh là là, on a reçu 700 emails à propos d'une telle émission, etc. Il disait, mais bon, on va faire une enquête. Et l'autre lui disait, mais vous vous rendez compte, si jamais un jour vous recevez 500 000 emails, il dit, si on recevait 500 000 emails, la maison elle exploserait, on serait obligé de prendre des mesures extrêmement draconiennes. Mais nous, on fait rien, on conteste pas. C'est ça. Moi, je me souviens, Christophe, tu disais, mais allez sur le site du CSA, il y a un formulaire, remplissez-le, dites que vous n'êtes pas d'accord. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que 700 protestations sur 5 millions d'individus? C'est rien. Donc, on nous méprise parce que nous, on se comporte comme des gens méprisables. Si on se défendait, si on boycottait, si on écrivait, si on téléphonait, je vous jure qu'on nous respecterait. Parce qu'il faut pas perdre de vue que l'islamophobie est devenue un accélérateur de carrière. Quiconque veut réussir en politique, il est obligé de faire de l'islamophobie. Nous, si on se ressaisit, il faut que dans 10 ans, quiconque veut faire de la politique, il doit être correct avec les musulmans. Mais pour ça, il faut se défendre et arrêter de dire, moi j'ai une copine et je lui dis, mais tu passes, ça va servir à quoi? Si chacun dit à quoi ça va servir, donc dans 50 ans, on est au même stade. Et pour finir, je voudrais simplement dire qu'on est à la veille d'un grand événement. Il va se passer une élection présidentielle, d'accord? Mais il va se poser une autre question. Il s'agit de notre présence en France qui va se poser.
Donc il va falloir non seulement voter, mais bien voter. Et surtout, ne dites pas je vote pas pour celui-là parce qu'il m'a pas donné de logement. Votez pour la République. Ouais. Évitez les extrêmes. C'est tout ce que je vous demande. Merci Karim. Merci, à bientôt. Voilà, bon. Ça a bien fait réagir, en tout cas, chacun si se sera retrouvé dans tout ça, enfin j'espère en tout cas, et on a eu quand même au travers des différentes interventions de nos différents auditeurs, ainsi que de ton avis tranché Hakim, on a effleuré finalement plusieurs aspects de la question. Et la question reste toujours une chose que j'ai retenu de tous les avis en fait, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion entre être français et être musulman. Quand le monsieur, le dernier, il dit oui, moi je suis musulman à la maison, je suis français à l'extérieur, c'est faux. Moi, on est musulman à la maison, à l'extérieur, on est français à la maison et à l'extérieur. C'est choisir entre être français, la citoyenneté et être musulman, c'est renoncer à l'un des deux, et c'est renoncer même aux deux. Donc on est aussi bien français et musulman à l'intérieur, enfin dans la maison, que français et musulman à l'extérieur. Ça, c'est pas contradictoire. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, on pourra, en tout cas, on sera invité à en reparler, bien entendu, un de ces quatre. N'hésite pas à nous faire un avis tranché, un de ces quatre, pour reparler de ce sujet. Mon cher Amir Hakim. Juste avant de retrouver ton coup de cœur, je voulais vous donner cette info quand même, parce qu'elle est importante. Ça ne s'appelle pas pour l'instant la guerre froide, mais il y a quand même pas mal de ressemblances à voir les relations actuelles entre la Russie et les Occidentaux. Chaque jour ou presque, des déclarations provocations, déploiements militaires autour de menaces. Aux yeux des pays de l'OTAN, l'Alliance Atlantique qui réunit ses ministres à Bruxelles, car les sujets de friction ne manquent pas. Tensions persistent entre Moscou et Washington. Certes, le Conseil OTAN-Russie, dont les travaux avaient été gelés au plus fort de la crise ukrainienne, a recommencé à se réunir, mais c'est toujours pour constater un profond désaccord entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Le sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet est venu rappeler l'engagement de l'Alliance auprès des pays d'Europe du Nord et de l'Est, surtout les pays baltes et la Pologne, avec des mesures destinées à dissuader la Russie. En clair, les forces prépositionnées en Europe, même si l'OTAN préfère parler de bataillons, qui vont se relayer pour protéger la Baltique et le flanc Est. La réponse donc russe, le déploiement de missiles nucléaires Iskander dans l'enclave de Kaliningrad qui se situe entre la Pologne et la Lituanie. Le déploiement aussi de missiles antiaériens S-300 et S-400 sur une ligne allant de la péninsule de Kola proche de l'Arctique jusqu'à la Crimée et donc la mer Noire, voire même la Méditerranée et la Syrie. En mer Noire, les États-Unis viennent d'ailleurs envoyer un nouveau croiseur lance-missiles pas très loin de la base de VCU en Roumanie qui accueille les premiers missiles du bouclier antimissile américain en Europe. Pour les Russes, donc, il s'agit d'une menace qui pourrait relancer la course aux armements. D'ailleurs, début octobre, Moscou a suspendu l'accord de 2010 signé avec la Russie sur la limitation des stocks de plutonium utilisables dans les armes atomiques. Et puis, en Méditerranée, information qu'a confirmé RFI aujourd'hui, c'est là que vient de déboucher le porte-avions nucléaire russe d'Amiral Khrushchevskov. Alors c'est le porte-avions à propulsion classique, mais qui pourrait emporter des armes nucléaires. Effectivement, vient d'arriver. Il a passé visiblement cette nuit le détroit de Gibraltar. Il était parti de Mormant il y a à peu près une semaine. Donc la grande base de la flotte du Nord direction la Méditerranée orientale, la Syrie, à moins qu'il ne fasse escale à Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain, puisque visiblement certains navires du groupe aéronaval russe devraient se ravitailler là-bas. Problème, l'Espagne est membre de l'OTAN, donc ça pourrait alimenter quelques débats aujourd'hui encore à Bruxelles. Le problème donc n'est pas nouveau, la Russie n'a aucun point d'appui permanent en Méditerranée, à part Tartous en Syrie, mais c'est en Méditerranée donc orientale. Affaire à suivre donc sur l'avancée de ce porte-avions nucléaire qu'on voit et que serait en train d'envoyer, encore une fois information RFI, donc la Russie vers la Syrie, visiblement. Hakim, faut-il s'inquiéter de ces déclarations, de ces prises d'action? Est-ce que finalement on n'est pas au bord d'une nouvelle guerre froide, comme le titrent certains journaux aujourd'hui? Alors nous, en tant que peuple et spectateurs de ce spectacle dangereux, on a peur, pour répondre à ta question, à partir du moment où on ignore l'histoire. Mais quand on sait l'histoire et quand on connaît les choses, on n'a pas peur. Il y en a même qui ont tellement pas peur qu'ils en rigolent. Parce que tout ce que tu viens de décrire là, Christophe, finalement, ce que je me dis, l'impression que j'ai,
bah on parle même plus de Daesh. Oussama Ben Laden, bah c'est plié. Les folkloriques djihadistes, c'est oublié. Ils servent à, on comprend très bien que la finalité de cette histoire, finalement, c'est une opposition entre l'ensemble des pays qui en 1916 avaient s'étaient accordés avec les fameux et qui aujourd'hui sont centenaires accords Sykes-Picot. Et la Russie de l'autre côté qui est le grand perdant finalement du partage du Moyen-Orient. Alors voilà. Donc en fait c'est quoi? C'est qu'on a d'un côté les Russes et de l'autre côté les Américains avec leur alliance à travers l'OTAN de l'ensemble d'une majorité de pays. Mais les Russes ne sont pas seuls. Donc finalement, en fait, là, t'es en train de décrire simplement, t'as bien, dans tout ce que tu as dit, hein, à aucun moment on a parlé de la dangerosité de l'islam, mais on a dangerosité des extrémistes musulmans terroristes, là, hein, les Daeshiens, je les appelle, et, mais par contre, on a parlé simplement d'un positionnement, stratégique de guerre entre deux grandes puissances. Ouais. Voilà ce qu'on comprend. En fait, le problème, il n'est pas, dans l'islam, comme les politiques, ils nous le disent, et comme à la télé, ils nous le disent, mais il est entre le capitalisme, le néolibéralisme, d'accord, et un héritier, on va dire, du communisme et de la redistribution des richesses. Voilà. Très bien. Allez, on va faire un petit peu d'inversion là, sur le coup. On va faire tout de suite le j'aime ou j'aime pas. On a deux minutes et comme ça après on pourra. Le coup de cœur va faire plaisir à beaucoup de monde. Ton coup de cœur dans un instant. Yes. Alors, le j'aime ou j'aime pas, mon cher ami. Oui. Hakim. Allons-y. Alors, 67 millions 100 000 chômeurs. Non, pardon. Tout le monde au chômage. Ah ouais, t'imagines là, un truc de ouf. Ouais. Bon, en tout cas, le chômage en baisse, c'est ce qu'annoncent donc visiblement les chiffres hier depuis donc le mois de septembre. Est-ce que alors moi j'aime pas cette information parce que si on savait pourquoi depuis que je suis né là en France, tout le temps c'est le chômage et j'ai l'impression qu'on se moque de nous avec cette histoire de chômage et que c'est le chômage il est voulu parce qu'il rend bien service. La courbe du chômage donc inversée, ouais. Ça va arranger les affaires de notre ami Hollande. Non, Hollande, okay. C'est fini Hollande. La Tunisie occuperait, selon une dernière étude, occuperait la première place mondiale en matière de tourisme thérapeutique. Ah, j'aime. Thérapeutique, pardon. Thérapeutique, ouais. Thérapeutique, ouais, oui. J'aime. Bon, bien sûr. Alors justement on parlait de Hollande, hein, on en parlait aussi tout à l'heure. Selon un dernier sondage, le sondage Le Monde, justement Hollande enregistrerait un record d'impopularité avec seulement 4% de gens satisfaits. Je crois qu'il a un record de toute la 5ème République. C'est un truc de ouf. Hein. Bah je pense que c'est voulu et que le Parti socialiste va devoir se renaître. J'aime pas. La baisse. Ouais. J'ai pas d'avis là-dessus. Et puis Bernard Tapie à propos de Emmanuel Macron, pour devenir un homme d'État, bah ça se construit pas en 2 ans. Ah ben le pauvre Tapie, il en a payé les frais. Hein. Il a voulu faire quelque chose, ils l'ont cassé. Dans un instant, son coup de cœur à suivre sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Hakim Ral aujourd'hui, hein, qui a suscité beaucoup le débat. Hein, donc dans son avis tranché, c'est très bien. Vous pouvez d'ailleurs continuer de vous exprimer sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. On passe au coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, c'est quoi ce fameux coup de cœur, mon ami Hakim? Michel Collomb, donc le journaliste d'investigation, donc qui on peut retrouver sur son site Investigue Action. Donc investigaction .com où on retrouve des articles pour comprendre et expliquer de meilleure façon le monde aujourd'hui qui est de plus en plus dangereux. Voilà. Donc voilà, je vous invite à regarder son site internet. Sinon le coup de cœur, sa spécialité donc c'est d'étudier les guerres, leur origine, donc l'histoire et notamment là le sujet très précis c'est la propagande de guerre nécessaire à la guerre elle-même. Pour orienter toujours dans le sens voulu l'opinion publique. Alors on va écouter Michel Collomb et on y revient dans un instant. Yes. Tout de suite. Les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important
que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie c'est très simple, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens, et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiquer et organiser la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Magnifique.
Sympa, franchement, bravo, merci Hakim en tout cas de nous avoir fait. Merci à Michel Collomb, on peut retrouver son œuvre et son combat sur le terrain, toujours argumenté comme on a pu voir, il est très dense et riche en citations, en dates, en faits. J'espère que ça va en calmer certains sur la Syrie qui veulent être plus syriens que les Syriens eux-mêmes. Hein. Ouais, il l'a dit très bien, il a dit c'est des charlatans ceux qui sont ici et qui peuvent juger ce qui se passe là-bas sur le terrain. Et il y en a beaucoup, hein. Il a bien exprimé, et à la fin il a parlé justement d'une nécessité, c'est son travail en fait sur Investigation, c'est qu'il invite les citoyens, vraiment les citoyens qui sont dépourvus d'un intérêt politique et financier à s'informer davantage dans cette bataille médiatique pour aller à la recherche d'une information sûre et investir dans l'humanité et pas dans l'argent. Hakim, 2 mails pour finir que j'ai choisi parmi les nombreux mails reçus aujourd'hui, lgf@francemaghreb2.fr. Le premier, bonjour à tous. Comment se fait-il que les policiers manifestants soient tous rendus sur la place Jeanne d'Arc qui chantant la Marseillaise comme le fait de tradition le Front National le 1er mai? Quel message souhaitait faire passer la police et à qui? Il y a de quoi de se poser de sérieuses questions quand on connaît les actes de bavure dernière en date à Adama Traoré, et surtout pourquoi celle-là ne scandalise pas les médias ni le ministre de l'Intérieur qui aurait pu d'ailleurs les rappeler à l'ordre à ce sujet. Voilà, ça c'est le questionnement de cet auditeur. Et puis Bernard également qui, à propos du chômage, nous dit juste une info économique, le GVT annonce une baisse de chômage, c'est faux, ils manipulent des chiffres, ils ont sorti 1 million de chômeurs pour les comptabiliser en formation. Par ailleurs, un taux de chômage peut être compensé par une rotation rapide, donc des chômages raccourcissement du temps pour retrouver un travail. Ce taux s'allonge de plus en plus, c'est ce que nous dit Bernard. Alors, où est l'amélioration du chômage? Ils prennent les Français pour des imbéciles. Bernard, donc par mail, lgf@francemaghreb2.fr. Merci à tous et à toutes pour votre participation, qu'elle soit active ou un peu moins active. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à utiliser les différents moyens à votre disposition. Et demain, nous serons en compagnie de Hakim Benouli et de Maïssa Leroy pour encore continuer de feuilleter un peu l'actualité. Alors, on avait prévu de parler d'actualité, mais aujourd'hui, on a laissé place quand même, et c'est important, à vos réactions concernant l'avis tranché de Hakim Aral. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2, et on se retrouve demain. Merci beaucoup Hakim. Merci à vous, merci les auditeurs, merci Christophe, à très bientôt. Et dans un instant, on poursuit ce grand forum, mais on va changer de sujet avec l'ami Amar pour parler de l'éphéméride. On va aussi parler de sport avec la suite de cette ligue de la Coupe de la Ligue, ce soir, et puis de la télé pour finir. Puis on écoutera, tout à l'heure, pour finir en musique avec un réel morceau de Chabé. Cher Hasnaoui, ça te parle, hein, Kim? Hasnaoui? Ah oui. Certainement, ouais. Oui, Hasnaoui, alors, on écoutera Hasnaoui pour terminer cette émission dans un instant. Bougez pas, le rappel de l'actualité à 18h03, c'est avec Marine Garel. Bonsoir.